Bonjour à tous, le programme Explique français va bientôt déménager. À partir du 1er janvier 2023, l'ensemble de mon programme sera diffusé uniquement sur la chaîne Explique français NTT. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo afin de vous abonner sans plus attendre. C'est un système qui n'est plus au service de l'homme et du citoyen, mais c'est un système qui se bat contre l'homme, le citoyen, pour le rendre plus fragile, chaque jour davantage. Un système tel que le fut l'Union soviétique, qui s'est écroulée, mais un système totalitaire, où les hommes et les femmes et les citoyens sont obligés de faire exactement ce qu'on leur demande, qui font que nous sommes maintenus dans cette dictature molle et qui nous emporte profondément vers le malheur. Bonjour cher Jean. Bonjour cher Ying. Je suis vraiment très contente de te retrouver en si peu de temps pour une nouvelle interview. Eh bien, moi je suis très heureux aussi, parce que d'abord ça me donne le plaisir de te revoir, ainsi que l'ensemble de cette nouvelle équipe. Et puis, vous êtes la seule chaîne de télévision et d'information qui m'interrogeait actuellement. NTDV est la seule chaîne qui me fait parler alors que je fais de la politique depuis 45 ans. Et personne ne m'invite. Je ne suis invité. J'ai écrit une dizaine d'ouvrages. J'ai fait de la politique pendant 45 ans. Et je ne peux plus rien dire. Rien. Je n'existe plus. C'est vraiment triste d'entendre ça. Mais je vois aussi comment le peuple, dans la rue, comment le peuple t'aimait. Oui, alors ça c'est très étonnant. J'ai accompagné beaucoup d'hommes et femmes politiques dans ma vie, à des niveaux où ils avaient des niveaux de popularité importants. Mais je n'ai jamais vu un phénomène comme celui que je vis moi-même. C'est-à-dire les citoyens, les Français, les gens même à l'extérieur de la France, viennent vers moi et ils veulent parler, ils veulent faire une photo bien sûr, mais ils veulent parler, ils veulent avoir mon avis. Et on sent qu'il y a beaucoup de gentillesse et d'empathie. Je crois qu'on me connaissait déjà à cause de la grève de la faim que j'avais faite. On me connaissait déjà parce que j'ai fait une longue marche qui a permis à Emmanuel Macron de reprendre mon idée pour faire le mouvement En Marche. Ces marcheurs, à lui, ils ont fait 50 mètres. Ils ont fait semblant de poser des questions en 2017. Mais moi, je venais de faire 6000 kilomètres à pied pendant 9 mois. Et j'avais parlé avec beaucoup de monde. Donc Emmanuel Macron a entendu ça, il m'a posé beaucoup de questions, il s'est beaucoup intéressé, il a lu tout ce que j'avais écrit et il s'en est beaucoup servi, mais pas pour la même chose. Pourquoi alors? Parce que moi j'avais le sentiment qu'il fallait que je comprenne ou que les Français m'expliquent les problèmes de la vie, ce qu'ils ressentaient, et surtout leur intuition. Parce que la France est un pays qui aime beaucoup la politique. Et c'est un pays de culture, c'est un pays d'échange, de débat. Nous aimons passionnément le débat. Et moi, j'avais besoin de savoir si c'était toujours vrai. Et j'ai découvert à ce moment-là que c'était un pays qui avait peur et qui n'avait plus confiance en personne. Et il y a déjà 6 ans de ça. Et j'avais dit, idem in nuendis. Et deuxièmement,
je voulais poser un acte de résistance face au pouvoir qui se met en place depuis plusieurs années en France, même avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, mais qui se met en place dans tous les autres pays et dans le monde entier. Et nous avons été pendant des années un modèle démocratique, comme le fut Athènes autrefois, mais ça ne durera pas longtemps. Aujourd'hui, les Français sentent qu'ils sont passés de ce modèle à un système tel que le fut l'Union soviétique, qui s'est écroulée, mais un système totalitaire, où les hommes et les femmes et les citoyens sont obligés de faire exactement ce qu'on leur demande, parce qu'ils sont manipulés en permanence. D'accord. Bah justement, et aujourd'hui notre sujet c'est le 49.3. Justement, c'est lié au système démocratique. Avec le gouvernement de Madame Borne, en si peu de temps, juste quelques mois, le gouvernement a déjà utilisé 6 fois le 49.3 pour repasser la loi directement. Et que penses-tu de cela? Il y a plusieurs raisons à l'utilisation massive du 49.3. La première est totalement républicaine, si je puis dire, puisqu'elle est inscrite dans la Constitution française. Lorsque le Premier ministre ne trouve pas une majorité pour faire élire des textes qu'il juge essentiels, il peut utiliser le 49.3 qui fait un vote bloqué. C'est bloqué, on vote. Mais il y a une contrepartie. L'Assemblée nationale peut déposer une motion de censure. Et si cette motion de censure a suffisamment de suffrages, le gouvernement tombe et il doit être remplacé. Oui. Le problème... Alors, deuxième chose, le 49.3 a déjà été beaucoup utilisé dans le passé. Il a été notamment utilisé par Michel Rocard, Premier ministre de François Mitterrand, à la fin des années 1980 et début 91, 80 surtout. Il l'utilisait souvent parce qu'il avait une majorité relative. Ce n'était pas tout à fait le même problème, parce qu'il trouvait aussi plus facilement des députés qui votaient parce que nous avions des partis politiques qui étaient jugés plus ouverts et qui faisaient partie depuis longtemps du paysage politique français. Il y avait notamment le RPR, qui sont aujourd'hui les Républicains. Il y avait les centristes, dont une grande partie a rejoint Emmanuel Macron, dont je faisais partie, mais moi je ne l'ai pas suivi, et les centristes qui l'appuient, ceux de François Bayrou. Et puis il y avait le Parti socialiste, qui était important, et c'était une alternance. Ce n'était pas toujours une très bonne chose, mais ça permettait aux Français de voter beaucoup plus, parce qu'on se reconnaissait ou de gauche, avec le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti communiste fonctionnaient souvent ensemble. On se reconnaissait de gauche parce qu'on était pour une distribution égalitaire des recherches. On voulait plus de progressisme. On voulait plus d'équité. Le RPR et une partie des centristes votaient à droite parce qu'ils voulaient plus d'ordre, que l'ordre soit mieux respecté, que la sécurité des hommes et des femmes soit assumée. Et ils voulaient aussi peut-être
un peu plus de progressisme, d'un peu plus pas de progressisme. Il voulait aller plus loin dans le libéralisme, dans le libéral. Voilà. Donc, ces deux forces organisaient la vie française. En fait, ces deux forces, avec d'un côté les républicains et les centristes, de l'autre côté les socialistes, les radicaux de gauche et les communistes. Et ça faisait un ensemble équilibré. Donc Michel Rocard a utilisé le 49.3. J'ai vu Jacques Chirac l'utiliser aussi, le président Jacques Chirac, pour transposer ce qui n'était pas une bonne chose non plus. Beaucoup de textes, de directives européennes en droit français. Et là, il aurait fallu avoir aussi des débats très importants pour savoir ce que représentaient ces directives européennes, dont les Français ne connaissaient pas du tout, et qui allaient changer très profondément la vie des Français, notamment en ce qui concerne tous les domaines, y compris régaliens, c'est-à-dire qui sont essentiels, mais dans le domaine de la concurrence, dans le domaine de la santé, ça a pesé très lourd sur la santé, le fait que nous n'ayons pratiquement plus d'hôpitaux aujourd'hui, nous n'avons plus de médecins, c'est-à-dire que beaucoup de ces directives ont aligné l'ensemble des pays européens, dont l'Allemagne, qui n'avait pas, comme la France, la charge d'entretenir la force de dissuasion. La France a cette responsabilité. La France avait beaucoup travaillé pour trouver de nouvelles énergies. Et les Allemands leur avaient dit, vous n'armez pas, compte tenu de ce qui s'est passé, de l'histoire, mais vous pouvez faire une politique économique. Donc ça a déséquilibré l'Union européenne, qui progressivement est devenue les États-Unis d'Europe. Donc Jacques Chirac a fait voter un très grand nombre de ces directives sans que les députés sachent ce qu'ils votaient. Et auparavant, François Mitterrand avait fait voter l'accord de Maastricht, les accords de Maastricht, qui liaient tous les États européens et qui défaisaient, qui enlevaient leur substance politique, leur raison de parler, pour être dans une espèce de conglomérat uniquement fonctionnalisé, mais où la parole politique, la parole du peuple, a très peu à voir. D'ailleurs, les élections européennes sont en France celles où on vote le moins. Je crois que la dernière fois, on a voté à 35%, donc on ne vote pratiquement plus. Donc, vous voyez, tout ça pour dire que ce n'est pas nouveau. Alors, par contre, les nouvelles générations n'avaient pas connu cette forme de vote bloqué avec le 49.3. Et elles sont très méfiantes à l'égard de la politique. Mais déjà, les gens qui ne sont plus des citoyens se méfient beaucoup de la politique puisqu'ils ne votaient plus qu'à 50% dans un pays qui aime autant la politique. Et ça a été vrai pour les dernières présidentielles et encore plus vrai pour les dernières législatives. Et si par-dessus le marché, vous leur mettez plusieurs fois de suite, comme cela avait été le cas autrefois, notamment avec Rocard, le 49.3, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat politique dans le pays. Et que l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas discuter sereinement les textes dont il est question et dont la nécessité de vote s'impose. Le budget, par exemple, il faut le voter. La sécurité sociale, il faut la voter. Alors, cela crée un trouble profond. Alors, il faut dire qu'il y a une explication à cela. C'est que lassé des promesses qui ne sont jamais tenues
par les partis traditionnels dont je parlais tout à l'heure. Les Français ont voté plus extrême. Ils ont voté plus pour le mouvement de Marine Le Pen, mais ils ont voté aussi pour la NUPES de M. Mélenchon. Alors, M. Mélenchon n'est pas un homme, il a été ministre auparavant, donc il connaît déjà les affaires. Ce qui m'étonne, c'est qu'il accepte de laisser faire. Et dans la NUPES, il y a le Parti socialiste, c'est le grand parti de démocratie, ou c'était le grand parti de démocratie. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas souvent à voter ensemble, parce que, comme ils disent totalement le contraire, même si dans les faits, ils se rejoignent, ils ne peuvent pas voter ensemble. Ils ont voté, je pense, une fois, mais pas pour faire tomber le gouvernement. Il y a aussi les partis qui existaient. Bon, il y a d'abord les centristes qui soutiennent le président, mais qui ne sont pas assez nombreux. Et puis il y a les républicains qui votent ces jours-ci. Et on ne sait pas, donc d'après ceux qui devraient gagner, ils ne veulent plus voter du tout avec le président. Donc à ce moment-là, il aura même du mal à faire une majorité relative. Ce qui m'étonne, c'est que le Rassemblement national et la NUPES, puisqu'ils s'opposent autant au président, ne votent pas la motion de censure. Parce que je pense que la motion de censure ramènerait à des élections nouvelles, des élections législatives en France. Mais ils ont tous peur que leur parti perde de l'influence et que ce soit d'autres qui la prennent. Okay. Donc on reste dans cette espèce d'entre-deux qui n'est pas compris et qui n'est pas apprécié par les Français, parce qu'en plus, il y a la crise. Mais je dois dire que cela nous ramène à la notion de système dont je parlais tout à l'heure. C'est systémique, c'est systématique. Ça doit fonctionner comme ça, et au fond, c'est le président qui a toujours raison, puisque personne ne le contredit. Mais c'est la même chose dans la plupart des pays développés, et même dans la plupart des pays du monde, où le système s'est imposé, parce que c'est la finance qui est devenue internationale et qui a créé comme une toile d'araignée qui écrase le monde. C'est pour ça que je parle depuis plusieurs années de dictature molle. Nous sommes dans une dictature puisque nous n'arrivons pas, le peuple n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Il se décourage, il ne va pas voter, ou alors quand il vote pour les extrêmes, qui ensuite ne peuvent pas fonctionner ensemble. Mais c'est pareil dans le monde entier. Et c'est pour ça que c'est très préoccupant. Je suis très préoccupé par cette affaire. Parce que comme ça, la grande finance étend son hégémonie, et c'est la première fois que c'est dans le monde entier. S'il y a une guerre, elle sera totalement planétaire, parce que c'est exactement le même phénomène qui cause les mêmes effets. Cette financiarisation a choisi le matérialisme et a choisi l'argent à tout prix. Alors que l'homme, depuis longtemps, depuis qu'il est monté en civilisation, avait choisi l'homme et le citoyen. C'est l'homme qui est important. Et c'est pour l'homme qu'on se bat. Tandis qu'aujourd'hui, l'homme, s'il n'a pas un hôpital, s'il n'a pas une école, s'il n'a pas une maison de retraite, ou si elle est mal gérée, on s'en fiche. Mais avant, c'était important. Donc c'est un phénomène, à mon avis, très important. Et lorsqu'il y a eu des guerres, bon, même mondiales, les dernières guerres atroces, mais elles ne concernaient qu'une partie du monde.
importantes. Mais il y a aussi des parties très importantes du monde qui n'étaient pas du tout concernées. Aujourd'hui, s'il y a une guerre, je pense qu'elle concernera l'ensemble de la planète. Mais est-ce que tu penses que le gouvernement, dans ce cas-là, il peut utiliser toujours 49.3 pendant longtemps et sans limite? Je pense qu'il y a un nombre de 49.3, je ne l'ai pas bien regardé, mais je crois de mémoire, qu'il peut utiliser. Au-delà, après, il devra faire autrement ou alors ne pas avancer. Alors je sais qu'il garde un 49.3 pour la réforme des retraites, dont les Français se méfient beaucoup, parce qu'on ne leur a pas expliqué, parce qu'ils voient avec la crise que leur niveau baisse, leur niveau financier baisse beaucoup, et ils constatent aussi qu'il n'y a plus d'argent dans la sphère publique. Or, pour un pays comme la France, c'est très important. La France reconnaissait, en France, l'État avait un rôle très important. C'était un symbole. C'était le symbole de liberté, égalité, fraternité. Et l'État avait des moyens, et ainsi que les collectivités territoriales, les communes qui n'en ont plus aucun, les conseils départementaux qui n'ont plus du tout d'argent, ou très peu. Et l'État avait de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est plus eux qui l'ont. C'est cette financiarisation. Et un peu partout, c'est de très gros financiers qui ne sont même plus des chefs d'entreprise, mais qui ne sont au fond conduits que par quelques hommes à travers la planète. Et en France, il y en a une dizaine qui pèsent et qui entretiennent ce contexte qui déforme totalement l'histoire et la culture de notre pays. C'est encore ce que j'appelle la dictature molle. Et ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on vous élimine. Alors, on ne vous élimine pas comme M. Staline éliminait ceux qui étaient contre lui, puisqu'il les envoyait en Sibérie. Les Américains à Guantanamo. Mais ils disparaissaient, on ne les voyait plus, ils ne gênaient plus. C'est-à-dire que maintenant, dans la plupart des pays du monde, on laisse l'opposant se dessécher. Il se dessèche parce qu'il est seul. Il n'y a plus aucun micro, aucune télévision, aucune plume qui lui demande. Et s'il veut écrire un livre, il y a M. Vincent Bolloré, qui est l'un des pires de tous, qui a acheté 56 maisons d'édition depuis 2018. Et par exemple, mes livres, pour pas que j'en vende beaucoup, ne sont jamais annoncés aux librairies. Comme ça, ils ne peuvent pas savoir. La télévision n'en parle plus, alors qu'au début, elle parlait quand je sortais un livre. La radio aussi. Donc c'est une dictature molle, parce qu'elle n'est pas violente. Une dictature que nous avons connue dans le passé. Il n'y a pas d'armée aux frontières, il n'y a pas d'immenses drapeaux, il n'y a pas des voix nasillardes qui font peur, il n'y a pas tous ces éléments, mais la dictature opère d'une manière tout aussi redoutable, redoutable. Donc, justement, tout à l'heure, tu parles de totalitarisme. Et on sait avec 49.3, déjà, le rôle du Parlement a beaucoup diminué par rapport à son rôle de voter la loi et aussi contrôler le gouvernement. Et maintenant, tu parles aussi des médias. Et c'est-à-dire le quatrième pouvoir, le média, a aussi perdu son rôle de contrôle. Exactement. Mais je dois ajouter auparavant que les partis politiques ont perdu toute leur force de réflexion, d'analyse, de débat et de captation des citoyens pour les faire venir
Il y avait les républicains qui avaient des dizaines, à certains moments donné, plus des centaines de milliers de militants. Le Parti socialiste, c'était pareil. Donc c'était une grande force de l'élection. Or, aujourd'hui, ils sont devenus comme les syndicats en France, totalement décharnés. Il n'y a plus qu'une organisation, mais ce n'est pas une organisation importante, qui réfléchit, mais qui a du poids aussi par le nombre. Il y avait pour les agriculteurs la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats agricoles, le Centre des jeunes agriculteurs. Et il y avait un syndicat qui était plus à gauche, mais aucun de ces syndicats et aucun de ces partis n'a de poids. Donc, c'est déjà un premier élément. Alors, comme la politique a perdu le pouvoir, c'est une grande lâcheté de notre part, parce que nous avons laissé faire. Il y a 30 ans que nous voyons ce virage. Lorsque j'ai fait le Tour de France, tous les Français me l'ont dit, tout ça. Ils le voyaient, j'ai écrit à la rencontre des Français, au Cherche Midi. Mais j'ai rapporté tout ce que me disaient les Français, mais ce que me rapportaient aussi des préfets que j'ai rencontrés, des ecclésiastiques de très haut niveau, des juges, tout le monde se rendait compte. Alors, progressivement, des groupes financiers se sont emparés de notre presse. Et aujourd'hui, ils sont 4 ou 5 à tout détenir. Il y a d'abord la plus riche, la plus grande puissance financière de notre pays, Bernard Arnault, qui est la première fortune de notre pays, avec tout ce qui est beau, avec le luxe, avec les parfums. Et il a un empire médiatique autour. Ensuite, il y a son gendre, M. Niel, qui lui a simplement, purement et simplement acheté Le Monde, c'est-à-dire le journal de référence en France et dans le monde, parce que moi j'ai vu Le Monde, j'ai beaucoup circulé à travers beaucoup de pays, qui était présenté partout comme le journal de référence, par la puissance de ces enquêtes, et bien surtout par leur corrélation. Quand on faisait une enquête, on la conduisait jusqu'au bout. Tandis que là, je l'avais déjà dit à votre télévision, on en fait des bouts, et puis après on laisse tomber. Il n'y a plus de suite. Et Le Monde, aujourd'hui, il y a de très bons articles qui sont faits, il y a de très grands journalistes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune corrélation. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en suivant le journal Le Monde. C'est d'ailleurs devenu un journal de désinformation massive. J'emploie des termes très forts. Après, vous avez notre ami, oui, j'ai oublié son nom. Patrick. Ah oui, Patrick Drahi, un champion. Alors lui, il s'occupe de SFR et de développer SFR et même des réseaux. Mais ça n'occupe pas très bien parce que j'ai pu voir sur le territoire, les gens ne sont pas tous très contents. Par contre, il a acquis un nombre de très grandes télévisions, très importantes. Et parmi elles, le BFM TV, qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps au niveau de l'information. BFM TV, c'est... Voilà, et en plus, ils ont mis maintenant des stations partout en France. Et quand vous pensez que les journalistes qui sont là, ils jurent de leur indépendance, mais ils savent très bien qu'elle n'existe pas. Peut-être pas tous, parce qu'il y a les grands éditorialistes, il y a ceux qui tiennent vraiment le micro dans les grandes émissions, puis il y a les autres, parce que c'est comme en politique. Tout le monde n'est pas, comment je devrais dire, totalement entré dans ce système. Il y en a qui voudraient garder un peu de retenue, mais les plus grands sont rentrés. Et BFM TV et monsieur...
Patrick Drahi. M. Patrick Drahi est installé financièrement au Luxembourg, un paradis fiscal. Et sur les îles de Guernesey, je crois, c'est entre la France et le Royaume-Uni. Mais pourquoi il ne l'est pas dans les banques traditionnelles où on pourrait suivre son action et l'objet de son financement? Et comment a-t-il pu acheter une télévision si importante? Et puis vous avez Vincent Bolloré, lui est redoutable. Vincent Bolloré, d'abord, qui a repris la banque Verne. À l'époque, c'était une banque très importante dans le nord de la France, mais a repris aussi les mêmes méthodes qui étaient parfois douteuses et même violentes. Et M. Bolloré a eu des attitudes violentes, notamment en Afrique. Et alors il se retire petit à petit pour faire oublier. Mais en attendant, M. Bolloré, il dirige Canal+, qui est quand même une très grande chaîne d'information, suivie notamment pour des sports. Et ensuite, il a pris CNews pour montrer qu'il pouvait y avoir une information un peu différente, qui donnait plus la parole à la droite, et parfois même à l'extrême droite. C'est la chaîne de télévision qui a beaucoup accompagné la campagne d'Éric Zemmour, et qui montait très haut, avant de descendre très bas d'ailleurs. Et puis, il a Europe 1. C'est très fort, Europe 1. C'est un très grand titre. Et c'est une station très écoutée. Monsieur Bolloré a acheté aussi, comme je le disais, plus de 50 maisons d'édition en France et les a mises pratiquement sous le même hangar. Et elles sont toutes alignées là-dedans. Vous voyez, la liberté, la diversité, il n'y a rien de plus important pour les Français que la diversité de l'écriture, des auteurs. Il faut qu'ils puissent dire tout. Mais s'il y a des choses qui dérangent un peu toute cette famille, eh bien, les livres ne sont jamais connus du grand public et ne sont pas achetés et ne gagneront jamais aucun prix non plus. Donc, aujourd'hui, la presse, qui est complètement sous emprise de ces grandes puissances, n'est absolument pas libre du tout, j'insiste, elle n'est pas libre. Et c'est une source de désinformation parce qu'elle ne dit pas la réalité, elle n'explique rien, elle ne contextualise pas les faits dans une situation en France, en Europe et dans le monde, ce qui fait qu'on ne peut plus rien comprendre. Rien. Qui est-ce qui comprend quelque chose entre la Russie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Bien sûr, il y a la violence des Russes, etc. Tout le monde est d'accord. Mais comment cela est venu? Est-ce que nous le savons? Est-ce qu'il y avait des raisons ou pas? On ne sait pas. Et on ne sait plus rien dans aucun domaine. Et la presse conduit des Français à faire des choix parce que c'est du rabâchage. C'est une arme massive de, comment je devrais dire, de lavage de cerveau. J'emploie des mots très durs, volontairement. Et puis il manque une catégorie, c'est les sondeurs d'opinion. Et les sondeurs d'opinion, il y en a quelques-uns qui sont connus, l'IFOP, l'Institut l'IFOP qui est très ancien, la Sofres, etc. Mais ils appartiennent au même patron. Ce qui fait que là, c'est le fait que les Français, dont les Français ne se rendent pas compte. Si on veut détruire quelqu'un et le laisser se dessécher sur place, lorsqu'il annonce par exemple sa candidature, eh bien on le met à 0,5. Et puis il ne fait pas comme M. Zemmour, il ne va pas passer à 17%. Il reste à 0,5, 1%.
et puis finira à 3%. C'est ce qui m'est arrivé, parce que les sondeurs d'opinion, ils ne donnent jamais le moindre souffle. Et je connais, et je demande aux journalistes, s'ils veulent montrer leur indépendance, s'ils veulent de nouveau devenir des citoyens qui servent leur fonction, je demande à mes collègues, hommes et femmes politiques, s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur mission, d'engager des enquêtes pour savoir comment fonctionnent et les médias et les sondeurs d'opinion qui ne forment plus qu'un seul et même, comment je devrais dire, outil de dictature. Si vous voulez, c'est des courroies de transmission qui font tourner les divers aspects du monde, mais dans un climat d'opacité totale et la plupart du temps de mensonges. C'est-à-dire, si je résume, en gros, les médias ne sont plus libres. Non. Et les députés, peut-être la plupart des députés ne représentent plus la voix du peuple. Non, parce que d'abord, il y a plus que 50% des Français qui les élisent. Et puis ensuite, lorsqu'ils sont élus, le mouvement est devenu très dogmatique. Et c'est ce qui explique qu'ils ne puissent pas se mettre d'accord, alors qu'ils passent des nuits entières à discuter et même à vociférer, parce qu'ils vocifèrent, ils hurlent à l'Assemblée. Mais quand le moment du vote vient, ils se débrouillent pour ne pas qu'il y ait de motion de censure. Okay. Donc le système continue tranquillement. Oui. Il est embêté par personne. Alors on va voir maintenant, avec l'élection du nouveau président des Républicains, si les choses changent. Si les Républicains, comme ils l'ont dit, ne soutiennent plus le gouvernement et votent la censure, le gouvernement va tomber. Donc là, on va savoir. Mais la dernière fois, la NUPES n'a pas voté la motion de censure. Parce qu'elle a dit, oui, mais c'est le Front National qui l'a présenté. Enfin, le Rassemblement National avait voté une motion de la NUPES. Donc tout ça, c'est des expédients qui font que nous sommes maintenus dans cette dictature molle et qui nous emporte profondément vers le malheur. Parce que la France ne peut pas se redresser dans un contexte pareil. L'Union européenne est incapable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Mais comment tu vois l'évolution de l'Assemblée nationale? Et comme il n'y a pas beaucoup de débats, enfin, il n'y a plus de débats à cause de 49.3, c'est ça? Ça dépendra de l'ampleur de la crise cet hiver. Si les Français ont faim, s'ils voient surtout leurs enfants avoir faim, ils ne le supporteront pas. Si les Français ont froid, et s'il leur manque des éléments de la vie, ils vont bouger certainement. Parce que la France a quand même été un des pays qui a souvent bougé de la première. Alors, combien de temps le 49.3 pourra continuer à servir? Je n'ai pas une boule de cristal. Je sais que ce système n'est plus liberté, égalité, fraternité. Il n'y en a plus aucune. Les périphéries des villes deviennent de plus en plus misérables. L'absence de moyens financiers et de développement des bandes organisées en fait des lieux qui sont très peu sûrs. Je les ai visités la nuit aussi, entre 1h et 5h du matin. Et vous savez, on y trouve des gens très chouettes et très bien. Mais il y a aussi des vendeurs de drogue et des revendeurs, et puis de beaucoup d'autres substances illicites. Et quant à nos campagnes, eh bien, elles sont progressivement abandonnées. L'agriculture est abandonnée,
toute l'industrie est abandonnée. Et puis nous n'avons plus une vraie politique de recherche. Et je dois dire que si il n'y a pas davantage d'hommes et de femmes qui se remettent à parler, qui se remettent à agir ensemble dans un contexte de résistance. C'est pour ça que nous avons appelé notre mouvement « Résistons », point d'exclamation, résistons à ce système de mort. Résistons-lui, n'acceptons plus rien. Bien, s'il n'y a pas davantage d'hommes et de femmes, nous allons vers un crash très violent. Donc, j'en appelle, cher Ying, à ceux qui aujourd'hui nous voient sur NTV. Il faut cette prise de conscience. Vous avez vu comment on s'est servi des vaccins, nous en avons déjà parlé, pour diminuer encore la liberté des Français et leur capacité à les suivre partout. À tout moment, on sait tout ce que vous faites. Au point que je me demande si aujourd'hui on voulait organiser la résistance historique de 1940, on pourrait, tellement on est organisé. Si vous avez les clés de la voiture dans la poche et le téléphone, vous êtes géolocalisé partout. On sait qui vous voyez, on sait ce que vous fréquentez, on sait ce que vous faites. Si on s'intéresse à vous, on n'a même plus besoin des fameuses écoutes téléphoniques qui fonctionnent. C'est un monde c'est une organisation, c'est un système qui n'est plus au service de l'homme et du citoyen, mais c'est un système qui se bat contre l'homme, le citoyen, pour le rendre plus fragile, chaque jour davantage, et faire qu'il y ait de plus en plus d'argent pourri, parce qu'on achète des entreprises, on les vend par morceaux aux quatre coins du monde, et puis on sort de l'argent qui n'existe pas. Des tireuses habillées n'ont jamais autant fonctionné. Donc nous sommes dans un domaine d'artificialisation absolue. Et les jeunes ont beaucoup de difficultés à pouvoir se promouvoir dans ce contexte-là. Bon, il y en a quelques-uns qui arriveront, ceux qui ont réussi à rentrer dans les grandes écoles et qui acquièrent le savoir. Mais je crois qu'il faut redonner à la France cette dimension universaliste que les autres pays lui ont donnée. Et puis la respiration formidable de la démocratie et de l'expression libre. Et justement, en Chine, il y a eu une vague de manifestations contre les mesures prises par le Parti communiste chinois, zéro Covid. On a vu, c'est quand même très impressionnant, on voit les Chinois crier dans la rue, démission PCC, démission Xi Jinping, et aussi, il crie aussi, je préfère mourir si je ne suis pas libre. Donc il y a on peut dire qu'il y a un réveil de conscience majeur et national. Oui, et voyez, c'est une très grande forme, tu vois, c'est une très grande forme d'encouragement. Moi, je disais depuis longtemps que la Chine, qui semblait devenir la puissance mondiale la plus importante, serait atteinte par le même mal que celui qui a atteint l'Union européenne, les autres pays, la France et les États-Unis. Les États-Unis sont dépassés par leur propre système. C'est comme Frankenstein qui avait été dépassé par sa créature. Et moi je dis que le système, aussi totalitaire qu'il soit, un jour ne peut plus rien contre le peuple qui ne veut plus suivre et qui s'engage dans une action de passivité, de résistance tranquille. Je crois que c'est ce qu'il faut apprendre à faire. Parce que si nous les suivrons, les dirigeants chinois, comme les pseudo-dirigeants du monde, leur cohorte de journalistes, de financiers,
totalement faux. Alors, ils ne sont pas tous, j'ai bien fait la distinction tout à l'heure. Eh bien, nous allons vers une explosion très grave dans le monde, très très grave. Mais la Chine montre que rien n'est fait. Parce que même un système aussi cadenassé que la Chine n'arrive plus à réprimer une force populaire qui s'exprime avec autant de force et d'intelligence. Et ça part du vaccin, je n'en suis pas étonné. Mais regardez dans l'histoire, sans remonter à très loin, qui aurait cru 10 ans avant la chute de l'Union soviétique qu'elle allait s'effondrer en quelques jours et que le mur de Berlin allait être démonté. Donc nous gardons l'espoir. Ah, il faut garder l'espoir. Et puis, en France, nous approchons d'une époque magique, Noël. C'est quand même l'espoir. Les anges sont déjà dans nos campagnes, et qu'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas. Il y a la magie de Noël qui rend la vie un peu plus acceptable, qui permet aux familles de se retrouver pendant quelques jours, d'échanger à nouveau, sans la pression, la violence qui les rend eux-mêmes nerveux et anxieux. C'est l'époque de l'anxiété à grande dose. Quoi que vous soyez, même si vous avez de l'argent, vous êtes plongé dans une anxiété que seul le partage de la vie et le partage des richesses peut apaiser en redonnant toute sa place à la force morale, d'expression, de recherche, d'amusement et de création qui vous rend fier et qui redonne confiance aux anciens qui peuvent de nouveau s'exprimer au lieu de partir tous dans des maisons de retraite et qui pourraient rendre beaucoup de services, et aux enfants qui pourront avoir de nouveau des étoiles dans les yeux. Si nous acceptons d'ouvrir les yeux, de rouvrir les livres, de revoir des grands films qu'on ne fait plus aujourd'hui, je pense par exemple à Z de Costa Gravas, qui décrit la dictature en Grèce il y a 50 ans, mais beaucoup d'autres. Eh bien, avec la magie de Noël, nous pouvons envisager la motion de censure qui mettra déjà ce gouvernement par terre, qui repermettra en début d'année aux électeurs de réfléchir et qui obligera de nouveau notre pays à s'organiser, à réorganiser des partis politiques, à réorganiser des syndicats, des regroupements humains qui donnent de même leur intelligence, leur savoir, pour que toi, Ying, tu puisses vivre mieux, pour que moi, Jean, je puisse vivre mieux, pour que nos familles puissent vivre mieux, que dans ce contexte de peur, d'anxiété, d'asservissement, puisque c'est un système totalitaire. Merci beaucoup, Jean. Et est-ce qu'on termine l'interview par une chanson de la joie? Oui, mais j'ai la voix qui est très abîmée. On va terminer. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve.
Et moi j'ajoute, et tout l'amour dont j'ai besoin. Alors il y a aussi, mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Et tout le monde connaît. Et tout le monde peut continuer à chanter. Très bien. Voilà. Et en chinois, et en iranien, et en français. Et chacun aura sa propre histoire. Parce que l'histoire des hommes n'est pas la même. Mais elle est belle quand elle est saine, et quand elle est vraie, et quand elle ressemble à l'histoire et à la culture qui nous élève au-dessus de l'animalité féroce. Merci beaucoup, cher Jean. Merci à toi, Ying. Merci à ton équipe formidable. Vous êtes une des rares télévisions au monde, je le sais maintenant, qui ayez le courage et qui se sont donné les moyens de donner à travers le monde la parole à ceux qui pensent différemment que les très puissants qui détruisent nos vies pour reconstruire à nouveau la civilisation. Et bravo NTV et bravo à toi, Ying. Merci. Tu es une jeune femme exceptionnelle. C'est vraiment Et gentil. c'est vraiment très agréable d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Mais prends soin de toi. Oui, j'en ai besoin parce qu'actuellement, je ne suis pas très en forme. Hein, je suis pas, voilà, tu peux le dire d'ailleurs, je ne suis pas très en forme en ce moment. Je me suis fait opérer et je suis un peu... Et comment tu te sens maintenant? J'ai été opéré de 2 hernies au ventre que j'avais contacté lorsque j'ai fait la grève de la faim pendant 39 jours. Et lorsque l'organisme n'a plus de graisse pour se nourrir, elle attaque les muscles et les ligaments. Donc ça s'était distendu, j'avais pas fait attention, j'avais eu des affaissements et puis des hernies, et maintenant elle devenait très importante. Ce qui fait que, moi qui n'avais jamais vécu d'opération, je vais en vivre un paquet. J'en ai vécu 4 à cause du vaccin qu'on m'a introduit contre le Covid, 4 entre le 3 janvier et le 4 mai. 4 opérations du cœur. Là, je viens d'en subir 2 pour mes hernies. Là, elle devenait problématique. Et je suis tombé à la fin de l'été parce que je fauche dans des pentes très importantes. C'est la propriété de mon frère. Tu connais parce que tu es venu dans notre ville, dans notre village, alors de Zichat, c'est très en pente. Un jour, je suis tombé alors que j'étais pourtant dans le plat et je me suis fait très mal au dos. Et j'ai des vertèbres, il faut m'opérer parce qu'il faut remettre des vertèbres à leur place. Il y en a une qui est sortie de son orbite, de la colonne vertébrale, il y en a une autre qui est cassée, et le bout qui est cassé rejoint petit à petit la moelle épinière, alors ça c'est pas bon. Donc je me ferai opérer certainement le 21 décembre. Donc je suis actuellement dans une longue série d'opérations. Je n'en avais pratiquement jamais eu aucune dans ma vie, et là je les ai. Mais de notre côté, ça oblige à grandir encore et à trouver des ressources et des forces pour faire face. Voilà. Donc, quelque part, les épreuves sont nécessaires et souhaitables. Donc, courage pour toutes les opérations. J'espère que tous les anges vont te protéger. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais tu m'as remis un ouvrage d'ailleurs pour apprendre de très vieilles pratiques de Falun Dafa. chinoises. Comment tu l'appelles? Falun Dafa. Shadong Tapa. Falun Dafa Falun Gong.
法轮大法。Oui, 法轮大法。法轮大法。Oui. Mais je n'arrive pas à lire ce bouquin parce que j'ai trop mal et il est épais. Et si on le lisait, il y a des mouvements. J'y crois beaucoup parce que moi je voulais et je veux l'apprendre à l'école. Ça demande une capacité de concentration sur soi-même, une capacité à générer de la force qui vous rend confiant et qui vous enlève la peur et qui vous redonne la capacité à réfléchir tranquillement, avec apaisement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci infiniment. Merci. Merci. Voilà.